Alpinisme, escalade et vélo, une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme. Avec Luna et Tristan Ladevant, Damien Largeron, Roland Van Haus et Tsibé Delattre. Animation Clémentine Junique. Je vais commencer par dire que pourquoi on accueille ce thème à l'ENSA, parce qu'on voit que récemment il se passe un peu des choses sur ce terrain-là, donc des diplômés du côté guide ou même d'autres filières, que ce soit le ski ou des grimpeurs, etc., qui se lancent dans ce genre de projet, qui font des approches à vélo. Donc ça nous intéressait de les recevoir ce soir pour voir un peu ce qui se passe du point de vue de cette tendance. Je vais les présenter. Donc, on a avec nous les deux frères Luna et Tristan Ladevant, qui sont connus surtout pour leur performance sur le circuit de la World Cup en escalade sur glace, puisque Luna est championne du monde et Tristan a fait 3e, donc ils sont tous les deux sur le podium, ce qui est quand même vraiment rare pour une fratrie, donc bravo à vous. Je les ai invités parce que déjà ils sont jeunes et ça fait du bien d'avoir des jeunes sur scène. Mais pas que, pas juste parce qu'ils sont jeunes. Cet été, ils sont partis faire un trip en vélo. Ils sont partis de France, ils ont traversé plusieurs pays européens et ils sont allés grimper jusque dans les Dolomites avec Damien, que je présenterai juste après. Et ce qui m'intéressait, c'était que pour le coup, c'est dans un aspect d'aventure avec pas beaucoup de budget et derrière, il y a des performances aussi. Donc, c'est pas juste du plaisir de voyager à vélo, il y a des vraies performances sportives derrière, donc c'était un peu cet aspect-là aussi que je voulais évoquer avec vous. Je remercie à Damien d'être là ce soir pour l'aspect justement un peu plus communication sur ces projets, puisque Damien il est grimpeur et photographe professionnel et il les a accompagnés et je trouvais ça intéressant parce que Damien, tu es aussi allé sur le film Alpine Trilogy, donc l'été dernier, là c'était cet été les Dolomites et l'été d'avant, et du coup tu captes cette tendance des trips à vélo et tu nous diras un peu avec ton œil de réalisateur de film comment ça se passe pour toi avec ton matos. J'ai soupesé ton sac tout à l'heure, c'est encore un autre sport. Donc merci à toi d'être là ce soir avec nous. Je suis aussi très contente d'accueillir Roland Van Haus, qui est un guide néerlandais qui travaille un peu à Chamonix, qui a fait sa formation. Je lui ai demandé s'il était déjà venu à l'ENSA, mais non. C'est la première fois qu'il voit l'amphi où tous nos étudiants stagiaires passent. Il a fait sa formation en Allemagne et j'étais assez interpellée puisque donc en tant que guide, il a fait en amateur les 82 4000 en reliant uniquement en musculaire, donc par aucun moyen motorisé. Ils sont seulement 4 à l'avoir fait. Un devant lui qui est connu, Ulich Tech, mais qui l'a fait avec une équipe, on va dire, différente de la tienne, Roland, pas avec les mêmes moyens. Et 2 Italiens aussi. Donc voilà, ça se compte pour le coup sur les doigts d'une main, parce que c'est des projets de grosse envergure. Et ici, on a plutôt l'habitude de guides qui font les 82 4000 avec des clients. Et là, je trouvais ça assez incroyable qu'un guide se lance aussi vraiment en amateur dans ce projet-là. Et avec derrière, pour le coup, Roland, ça sera un peu la dimension écologique de cette table ronde, puisqu'il y a un vrai message militant derrière qu'on découvrira avec lui. Et enfin, je termine par Tisbé, qui est membre du GAF et qui a été accompagné de Émilie, Marie. Vous êtes combien en tout dans le groupe ? 5. Donc il y en a 4 avec nous ce soir et c'est tombé sur Tisbé pour synthétiser tout le groupe. Je suis désolée, elle aurait aimé qu'elle soit toute sur scène mais on n'avait plus de chaise. Et c'est assez intéressant parce que pour le coup c'est peut-être un peu plus proche de certains de vos projets. Le groupe du GAF, donc ça forme les filles au leadership en alpinisme, à l'autonomie, et souvent après leurs 2 ans, c'est ça, vous avez 2 ans de formation, elles partent faire une expé, donc pas tout le temps à l'étranger, mais très souvent quand même. Et cette année, elles ont décidé que l'aventure, ça serait en vélo, et elles sont allées faire plusieurs 4000, donc ici en Suisse. Et je trouve que c'était intéressant de les faire intervenir ce soir, justement pour voir que c'est pas que de la performance ou des gros projets d'envergure, que ça peut aussi être une démarche d'aventure du quotidien de vous et moi qui sommes de simples mortels. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vous remercie de les applaudir parce qu'ils sont venus de loin et en plus, il n'y a pas eu toute la mailing list.
Merci d'être là ce soir, vraiment. Et du coup, on va commencer avec l'aventure dans les pays européens jusque dans les Dolomites avec Luna, Tristan et Damien. Merci à vous. Du coup, voilà, l'idée c'est que on était toujours 3 grimpeurs et du coup Damien qui faisait les images. Donc la première partie du trip c'est Simon là, ici, qui était avec nous, qui est un très fort alpiniste français, donc très bon grimpeur aussi, qui a eu un piolet d'or pour une ascension pendant le Covid. Voilà. Donc le délire c'était de partir de Chambéry avec donc nos gros vélos là dans le train, bien chargés. On avait entre 45 et quelque chose comme ça, non 40 combien? Non, on est parti, on avait entre 50 et 52 chacun, voilà, kilos, sans la nourriture. J'étais un peu tranquille, mais du coup voilà, on avait beaucoup de poids, en sachant que là il y avait du coup pas la nourriture pour les moments d'autonomie qu'on a dû avoir après. Donc là, premier truc, c'était de voir comment on fonctionnait dans le train avec les vélos et toutes les charges dessus. Au début, on s'était dit, ça va être cool, on va prendre le TGV pour aller jusqu'en Italie. Et en fait, juste avant le départ, on s'est rendu compte que ça allait pas être possible. Et du coup, on a dû faire tous les espèces de petits TER. Donc on a fait plein de sauts de puce pour arriver jusqu'à Verona, qui est au pied du lac de Garde. Voilà. Et donc de là, on a attaqué à faire du vélo. On a eu pas mal de casses parce que l'objectif du trip, c'était il y avait une grosse dimension sociale en fait, de montrer que ce qu'on fait, c'est pas juste parce que on est sponsorisé et on a de l'argent pour faire ces déplacements, ces voyages et tout ça. C'était de montrer qu'en fait c'est aussi accessible avec des petits budgets. Et du coup on s'était fixé moins de 1 000 € pour l'ensemble du trip. Donc nourriture, voilà, 1 000 € par personne pour l'ensemble du trip. Donc nourriture, les vélos, tout en fait, les billets de train, de camping, tout ça. Et donc on a réussi à respecter ce truc-là. Donc on avait des vélos qui coûtent entre 50 et 150 € d'occasion. Donc c'est vraiment des vieux tromblons, voilà. Mais du coup c'était marrant. Damien, il avait un peu la Rolls-Royce de nos vélos, on va dire. C'était le plus efficace de tous. Et donc voilà. Du coup on a eu quand même pas mal de casses. Les 2 premiers jours là, on s'est quand même dit oula, on va peut-être jamais arriver à grimper. On a commencé à avoir des pédaliers qui tombaient par terre. Là dans la photo on voit en fait à cause du poids sur les vélos, au freinage en fait ça a fait fondre le fond de jante et donc tout a éclaté dans la descente, le pneu, tout, enfin bref. Donc là on répare un peu comme on peut le fond de jante avec du duct tape et donc ça a été pas mal de trucs comme ça, de se rendre compte aussi un peu de toutes ces aventures qu'on allait vivre le long du trajet, quoi. Ouais, je sais pas si on dire des trucs, ouais. Donc ouais, on a pas mal vu de pays au final en traversant depuis Verona là jusque, en fait l'objectif c'était d'aller au Trecime, donc dans les Dolomites. Donc on est parti de quand même assez bas et on a bien avancé. On avait choisi d'être un peu light du coup, donc ça veut dire qu'on dormait là où on pouvait, c'était dans des parcs, dans des stades, enfin on a fait un peu partout, sous des ponts, on a fait un peu tout ce qu'on a pu pour dormir plus facile. Donc voilà, ça c'était un décampement. Puis on a fini par arriver dans les Dolomites, quoi. Donc là, le dernier col, n'y allez pas en vélo, hein, c'est vraiment très très raide. Genre du style avec le poids qu'on avait, si on restait vraiment dans la pente, on cabrait en fait au coup de pédale parce qu'il y avait trop de charge. Voilà. Donc on a fait un paquet de conversions, quoi. Vraiment beaucoup de conversions. Et puis là, voilà, on voit un peu l'ambiance météo dans les dolos qui est toujours un peu capricieuse. Et puis donc l'objectif de la face, c'était la face nord qui est là, et donc une voie qui passe ici dans les gros plafonds là, et qui sort après tout en haut là-haut. Et donc c'est une voie, je sais pas si là tu veux en parler plutôt peut-être. Du coup, c'est une voie qui s'appelait Bella Vista, qui était en 8B+, max, et des frères Huber. Et en fait, c'est une voie qui a la particularité, on va le voir après, d'être très déversante et du coup très très physique. Et là, on a découvert à quel point le vélo, ça fatiguait, quoi. Parce qu'après nos 5 jours de vélo, on s'est pris vraiment une claque, mais monumentale, dans les longueurs dures, alors qu'on était plutôt en forme et qu'on se faisait pas trop de soucis pour la partie escalade. Et donc voilà, c'était pas le cas en fait. Ouais. Donc voilà.
Donc là, on a pris même à peine une petite journée de repos en arrivant là-haut, parce qu'on avait un beau créneau météo, donc on s'est dit on va foncer direct en saisissant notre chance. Donc là, il est à peu près 2h du mat, je pense, 3h du mat, ouais, 3 ou 4h du mat, et on part dans la voie. Là, c'est les premières longueurs, c'est une voie qui est quand même une voie en style alpin des plus sérieuses, on va dire. Donc un peu en terrain d'aventure, les premières longueurs, ça reste dans le 7e degré, mais c'est vraiment très très engagé. Il y a pas mal d'endroits où la chute peut être vraiment très mauvaise. Donc franchement, après les 5 jours de vélo, dès qu'on est parti dans la voie, il fallait être direct à notre niveau max, que ce soit en termes de mental ou de physique. Là, donc on peut voir à droite cette photo très impressionnante de Damien Largeron pendu dans le vide. Donc après avoir porté son matériel sur son vélo, il était, on va dire, dans une situation un peu complexe quand même. Je sais pas si tu m'en parlais. Ouais, alors là, la trave, elle est pas facile parce qu'elle se fait dans le toit. Et ouais, il y a une bonne avancée de 60 mètres. Et du coup, quand on se pend dans la stat, et qu'on n'a qu'une stat de 60 mètres pour une longueur de 60 mètres, il reste pas grand chose et on n'a vraiment pas envie de prendre le balancier, quoi, le ballon. Et du coup, ouais, il a fallu un petit peu jouer un peu d'astuce pour pas se prendre et puis pour pouvoir revenir aussi. Donc là, à 150 mètres, on fait pas trop le malin. Ouais, ça en fait c'est la longueur crux de la voie, et ça c'est 8B+, voilà. Principalement sur Python, c'est quasiment que des vieux Python. Et donc là vraiment, quand on est arrivé là, on a pris un petit coup au moral. On s'est quand même dit waouh, là ça fait quand même vraiment peur ce truc là. On va devoir se mettre des grands tirs là-dedans, parce que ben voilà, dans ce niveau-là tu vas quand même tomber. Surtout c'est des voies qui sont pas trop parcourues, donc faut trouver les méthodes et tout. Donc là on a commencé à se dire waouh, là ça va être quelque chose. Donc voilà, il faut toujours composer un peu avec la météo qui souvent vient prendre un peu les Dolomites là-dessus. Donc là voilà, on peut voir Simon qui se réjouit d'un petit temps de repos au relais. Voilà, bien fatigué. Et puis après quand même, du coup on a mis des runs et c'était quand même assez impressionnant, et de l'escalade de fou quoi. Mais voilà, comme dit Luna, on s'est rendu compte de la fatigue et qu'on avait quand même été un peu trop vite en fait dans le trajet pour aller dans les dolos. Voilà. Du coup, c'est un truc sur lequel on pourra revenir plus tard, c'est la performance après ces approches à vélo, qui est très complexe à gérer, suivant les styles, quoi. Donc ça devient toute une réflexion. Du coup, on n'a pas réussi, ouais. C'est en gros, après cette longueur, on a abandonné. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas réussir à faire. Nous, on voulait absolument enchaîner cette longueur dans les règles de l'art avant de passer à la suite. Et vu qu'on n'a pas réussi, on s'est dit qu'on abandonnait et qu'on gardait nos forces pour le deuxième objectif. Donc là, on a repris les vélos et on a tracé direction Innsbruck pour lâcher Simon Elfinger qui devait retourner travailler, et pour récupérer Thomas Johannes, qui est un pur compétiteur en escalade, qui nous a rejoint pour la deuxième partie du projet qui se passait en Allemagne. Donc là, on a encore cassé des vélos. Voilà, encore un petit peu de problèmes. Là, on a pris quelques douches quand même. C'est l'avantage d'être dans des coins où il y a relativement des lacs, des rivières ou des fontaines. Et puis du coup, ouais, Titom, qui est Thomas Johannes, là en rouge au milieu, qu'on a récupéré, avec qui on a fait notre deuxième objectif. Et voilà. On peut voir, il est assez technique comme grimpeur. Il n'a pas beaucoup de force, donc il joue tout sur la technique. C'est un ancien. Avec un record, avec un record de planche à 40 secondes. Ouais, Titom, c'est un ancien grimpeur de Coupe du Monde et qu'on avait motivé de venir essayer avec nous, du coup, une voie qui est dans les Alpes de Berchtesgaden. Je vais écorcher le truc, mais je crois que c'est ça à peu près. Et donc cette voie, c'est sur le Freiherrn, qui est en fait dans une base militaire. Donc là, on peut voir en fait la structure sur laquelle il est en train de jouer là. C'est vraiment la base militaire, et en fait, on tire notre premier appel de cette structure métallique dans le vide pour descendre dans la voie. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, un des trucs qu'on s'est un peu dit quand on a fait ce trip, c'était de se rendre compte à quel point on était déjà heureux à chaque fois d'arriver au pied d'un objectif. On avait déjà tellement donné, on s'était déjà tellement épuisé qu'en fait c'était un peu la même sensation qu'on avait pu ressentir des fois sur des expés où déjà rien que le fait d'arriver au pied de la face, c'est déjà hyper gratifiant, et tu prends vraiment le temps de contempler et de voir les choses différemment, je pense.
Voilà. Et puis du coup la voie qui s'appelle Firewall. Donc il y a 12 longueurs, 10 longueurs. Ouais, il y a 12 longueurs. 12 longueurs, dont 2 8B. Ouais, 2 8B qui sont sur la partie supérieure, donc ça nous a permis en termes de logistique, c'était vraiment pratique, ça nous a permis de travailler les longueurs du haut, en rappel, ce qui était assez efficace sur 2 jours. Ensuite, il y a eu une petite tempête qui est passée et on a pu mettre un essai du bas. Donc voilà, passer les premières longueurs qu'on voit sur la première photo à gauche, là, où là on arrive au pied des longueurs dures, qui sont déjà, on va dire, dans le 6-7 degrés, mais ça te met vraiment une charge. Tu mets 10 longueurs, c'est censé pas être notre niveau max, mais même pour nous, c'était vraiment un combat, quoi, un vrai combat. Et au milieu, c'est la deuxième longueur dure. Du coup, là, c'est un énorme pas de bloc qui doit valoir à peu près 7 B blocs, je pense, pour sortir ensuite dans une dalle lisse. Donc voilà, ça, c'est dans le pas de bloc. On a mis quand même quelques runs pour ne serait-ce que trouver les méthodes. Et cette longueur, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, il y a un spit ici, on voit un spit là. Et ensuite, il y a un piton et un autre spit. Et ça fait 30 mètres. Et c'est 8B. C'est 8B. Ouais, donc c'est pour donner l'ambiance de l'escalade. Et même les longueurs d'en dessous, ouais, on a vraiment, c'était très engagé, vraiment les frères Huber dans toute leur splendeur, quoi. Des longueurs où tu mets un mauvais friends sur 25 mecs d'escalade dans cet A+. Faut être vraiment sur le pied, quoi. C'est quelque chose. Mais du coup, vraiment hyper intéressant. Et surtout, celle-là, on a quand même réussi à arriver au sommet. Du coup, à enchaîner les longueurs, quoi. Enfin, moi, j'ai pas tout enchaîné, mais Titom et Luna, ils ont tout enchaîné, ouais. Du coup, c'était quand même. On a trouvé que c'était quand même une sacrée perf avec tout ce qui s'était passé jusque-là, en sachant que voilà, le trip a duré 3 semaines. Ouais, un peu plus de 3 semaines. Ouais. Et on a pris 2 jours et demi de repos, à peu près. Tous les autres jours, c'était soit du vélo, soit de l'escalade. Du coup, il y avait vraiment un truc qui s'est construit tout le long là en termes de fatigue, et c'était assez et même avec Damien, pour en revenir un peu à la performance des images dans ce genre de trip, c'est que du coup Damien il faisait tout avec nous, là, le vélo, etc. Et là pour cette journée juste avant où on a enchaîné la grande voie, et lui il est descendu avec nous donc par le tour pour venir faire des images du bas, envoyer le drone, etc. Et ensuite quand on a commencé à grimper, au bout d'un moment lui il est remonté tout là-haut pour redescendre sur les stats, nous rejoindre, les stats qu'on avait laissés de la veille, qu'on se traballait en vélo depuis 3 semaines aussi, et pour venir nous rejoindre en haut et faire des images quand on arrivait, quoi. Du coup on était tous vraiment dans un état de fatigue vraiment poussé, je pense, quand même. Moi j'ai eu une migraine ophtalmique dans les dernières longueurs, enfin bref, on était quand même bien au bout du rouleau, quoi. Et du coup, pour le retour, on a eu des petites bricoles avec le train aussi. Des retards. Ouais. Ouais. Le train en vélo, faut pas faire. Et il n'y a pas qu'en France, c'est assez galère pour trouver des trains, pour pas se faire sortir des trains. Et le train en vélo, on parle beaucoup d'écologie, de déplacement doux, etc. Mais c'est vrai que le train aujourd'hui, c'est pas que ce soit la SNCF ou globalement les Autrichiens ou les Suisses, c'est quand même assez compliqué. Et il faut bien se renseigner, bien prendre son temps. Ouais, se renseigner s'il faut pas, parce que parfois on s'est fait virer des trains parce qu'on n'avait pas réservé pour notre vélo. Donc c'est des choses à savoir et qu'on ne savait pas. Ouais. Donc voilà, ça nous a fait passer une nuit de plus dans un parc. Une des nombreuses. Voilà, un peu notre aventure, c'était un peu ça. Et puis, il y a 2-3 fois, on s'est quand même dit qu'on aurait bien mis un peu de diesel dans la bicyclette, quand même. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi, je m'appelle Roland, je suis guide de haute montagne et je suis des Pays-Bas. C'est la première présentation en français, excusez-moi pour le français. J'ai fait la présentation en Google Translate, peut-être c'est pas parfait, mais excusez-moi pour ça. Voilà, je commence... Voilà. Dans la dernière été, j'ai grimpé toutes les montagnes à 4000 pour le climat. Pourquoi ça? J'ai déjà grimpé beaucoup de 4000 en solo et
comme ça et Matterhorn en solo. Et je pense, pour moi, ils sont les jours très agréables, sans clients, très vite. Et je pense, peut-être c'est cool pour grimper toutes les 4000 dans les Alpes avec l'autre personne pour voir les cultures en Suisse, Italie et France, et aussi pour faire un grand projet ici, sans avion, rester ici dans les Alpes. Mais je pense que c'est mieux pour moi pour utiliser grimper avec une chose trop grande. Je veux grimper pour faire l'inspiration, pour être l'exemple pour l'autre personne. Et après, je pense c'est mieux pour faire grimper pour le climat. C'est une photo 2003, le Dru ici, et c'est la mer de glace. Et dans mon travail comme un guide, j'ai vu les montagnes changer beaucoup dans les dernières 20 ans. Et je pense que c'est un parfait truc pour connecter avec grimper, voilà. Et aussi pour faire l'exemple et inspiration pour autres personnes, pour faire les choses petites pour le climat. Pour prendre les trucs comme ça, pour prendre le train, les vélos, pour faire le lavage à 30 degrés, ou pour manger, trucs comme ça, voilà. Et je pense, voilà, et je vais faire un planning, c'est le planning pour commencer à Bernina, après Bern-Robeland, Valais, Chamonix, Grand Paradiso et Cré. Mais c'est le planning et l'été est très chaud avec le problème climatique et c'est pourquoi je dois changer le planning beaucoup. Mais voilà, c'est moi avec le vélo est ici, avec une trailer, avec tout le truc, avec les skis. Roland, combien on a vu que là, il y avait des vélos entre 50 et 150. Ton vélo, il a l'air un peu plus beau, désolé Damien. C'était quoi, toi, ton budget vélo plus équipement ? Je ne sais pas, parce que c'est pas le vélo de moi, c'est un vélo de sponsor. C'est un sponsor qui me voilà, faites-vous sponsoriser si vous voulez partir en vélo, tout simplement. Oui, j'ai beaucoup de sponsors qui donnent-moi le vélo, l'argent pour faire ça. C'est RAP et Club Alpin Hollandaise, Club Alpin Suisse et beaucoup d'autres choses. Voilà, je commence avec les vélos. Voilà, prendre du train à Bernina et je commençais à Berny, voilà, où est le truc rouge. C'est là? Ah oui, voilà. Le premier 4000 est là, Pitts-Bernina, et après je prendre le vélo, voilà, comme ça, Dicentis, Fourca, pour Bern-Robeland et voilà. Mais voilà, c'est le premier montagne, Bernina, Pitts-Bernina. Après Bernina, descente, et avec le vélo, presque de 300 km jusqu'à Saas-Fee. Ouais, il y a 3 grands passes, Julier, Oberalp, Fourca, et montée, mais aussi descend. Et descend et vélo, c'est très agréable. Mais parce que les conditions dans les Bernese Oberland sont très mauvaises, je vais à Saas-Fee et je monte à Refuge Britannia, oui, pour essayer le Straalhorn.
mais parce que le météo est très mauvais, je vais retourner à Saas-Fee. Et après 9 jours, j'ai grimpé une montagne, une sommet de 4000. Ouais, je pense, il y a en les Alpes, il y a 82 sommets, 82 par 9 jours. Ouais. Il prendrait beaucoup de temps. Mais après ça, le météo est très beau et je grimpe beaucoup de montagnes en Saas-Fee, Weissmies, Straalhorn, Alalinhorn, mais tout avec les météos un petit peu mauvais. Il y a encore du neige fraise, il y a beaucoup de vent. C'est en début de juin. Je commençais en fin de mai, début de juin. Voilà. Et pour le premier sommet, j'ai utilisé le ski parce que c'est plus vite et très agréable. Oui. Voilà. Je grimpais toutes les montagnes à Saas-Fee et après prendre le vélo jusqu'à Zermatt pour faire le tour de spaghetti. C'est comme dit en français, comme ça, le tour de spaghetti. Voilà. Il y a beaucoup de 4000 ici et je vais ça en 3 jours. Mais pas de... comme dire en français, cable car. Le téléphérique, pas de télécabine. Bien sûr, pas de téléphérique, je marche entre Zermatt et Refuge Monte Rosa et la journée après Dufourspitz. Voilà, c'est Dufour. Et il y a beaucoup de montagnes là, de 4000, l'Iskam, c'est là, c'est la traversée de l'Iskam. C'est le raid Castor. Et le Breithorn, j'ai fait ça en 3 jours. Et après ça, j'ai grimpé 25 en total et c'est mieux pour un projet comme ça. Voilà. Mais le problème, il y a encore du neige dans le Cervin, dans le Weisshorn, c'est trop dur parce que j'ai prendre le vélo et vers à Fieschi, marcher jusqu'à Aletsch-Gletscher pour faire les 4000 en Berner Oberland, mais seulement les 4000 plus faciles. Le Mönch, Jungfrau, Finstahorn, il y a quelques. Mais après, début de juillet, je pense, oui, c'est trop chaud. C'est trop chaud et je pense, quand je vais grimper en Chamonix, je dois grimper en Chamonix maintenant parce que je pense, quand c'est trop chaud en Chamonix, c'est trop dangereux. Et c'est pourquoi je changeais le planning.
J'ai changé de planning après le Berner-Oberland. Je prends le vélo entre Fièche et Martigny, 140 km pour grimper le 4000 en Chamonix en bonnes conditions. Oui. Je commence avec la droite et l'arrêt de jardin. Mais après, et c'est un grand problème, voilà. Vélo ici, Chamonix, verte, droite. Mais après, je dois grimper en Italie, mais bien sûr, avec les vélos dans le tunnel de Mont Blanc, il ne marche pas. Je laisse les vélos en Chamonix, je marche en mer de glace, en refuge de requins, en Vallée Blanche jusqu'à refuge de Torino. Et après, je grimpais tous les grands 4000 ici, arrêt de Diable, traversée de Grand Juras, descend, et après le brouillard et le Peuteret. Il y a quelques photos, voilà, c'est le Diable. Et après, c'est la traversée de Juras. Il y a encore un petit peu de neige, mais les conditions sont encore bonnes. Et je pense, après, c'est très mauvais, très dangereux. C'est une petit bivouac dans le Juras. Voilà, c'est le Juras, descend et après je marche jusqu'à ici, rester en place de camping, faire le brouillard. Les premiers 2 sommets, il y a 300 mètres dans le brouillard. Je fais le premier 2, descente et après monter à refuge de Eckel, traverser Peuteret. Faire les 4000 à Peuteret jusqu'à Mont-Blanc du Courmayeur et descend le brouillard pour faire la 3e pointe au brouillard, monter encore une fois et après ça, je reste à Valo. Voilà. C'est le brouillard. J'ai fait le premier 2 sommets de brouillard comme ça. Après, monter à Eckel. Mais c'est encore les conditions, c'est très, très sec. Voilà, Eckel, traversée jusqu'à Peuteret, c'est ça. Et bien sûr, le Mont Blanc aussi. Voilà, après le Chamonix, il y a encore 2 routes techniques en Berner-Oberland, le Schreckhorn-Lauter-Aron, et il y a quelques techniques routes techniques en Zermatt en Zermatt. C'est pourquoi je prendrai le vélo, 200 km pour Grindelwald, et après presque 200 km, Grimselpass jusqu'à Zermatt. Voilà. C'est en direction Grindelwald. C'est la traversée Streckhorn-Lauter-Aron. Il y a la dernière 2 sommets pour moi au Berner-Oberland. Après, je prends le vélo, Grimselpass, descend jusqu'à Zermatt. Et à Zermatt, je grimpe 2 grands arrêts, Obergaberhorn, Zinarothorn, Weisshorn, Bishorn, et la traversée Tachorn, Dom, Naderhorn, Lenzspitz, Thurihorn, voilà. Et bien sûr le Matterhorn. Et les conditions ici sont très bien. Actually quite nice up here. Jasper is on the lead. We're going fast.
Oui, c'est le Weisshorn. Après, c'est le Tachdom traverse Lenzspitz, Naderhorn. C'est le dôme là. Voilà, c'est le sommet de Nadelhorn. Ouais, après, il y a encore quelques sommets, Grand Combin. Je prends le vélo à Zermatt-Martigny pour Bourg-Saint-Pierre pour faire le Grand Combin, c'est ça. Et Grand Combin, il y a 3 sommets avec la neige fraîche. Oui. J'ai grimpé le Grand Combin, après prendre le vélo pour Valpelline, monter au refuge d'Aosta et monter à Danterans. Et c'est 4000, pas de neige. C'est incroyable. C'est un début out, comme dit en français. Voilà. Après, Danterans, je descends, prendre le vélo pour aller à Grand Paradiso. Voilà. Je suis très fatigué. J'ai fait le Grand Paradiso très vite et après prendre le vélo encore pour le col de Nivolet. C'est le plus haut col pour le vélo et moi. Et après faire la descente avec le vélo dans le Val d'Orco, en Italie. 230 km jusqu'à Briançon et Alfroide en 2 jours. Et après, la dernière 200 mètres pour faire le 82 mètres. Dôme de neige et barre des écrins. Et normalement, il y a beaucoup de monde dans le bar des écrins. Et maintenant, rien. Parce que c'est trop dangereux, c'est incroyable cette année. Il y a beaucoup de crevasses, beaucoup de sérac et c'est trop chaud. Voilà. Après ça, j'ai pris les vélos en, comment dire en français, 1300 km en vélo, 60 km à pied et plus de 100 000 mètres de dénivelé en descente et montée. Oui. Je suis le premier néerlandais et je pense le 4 alpinistes qui font un truc comme ça. Mais mieux, pour moi, j'ai inspiré beaucoup de gens en Pays-Bas avec le projet comme ça, inspirer les gens pour faire quelque chose pour le climat. Voilà, merci. Et juste, j'avais peut-être une petite question. Au total, combien ça t'a pris de temps Combien de temps? C'est 78 jours. 78 jours. Oui. Ok. Sans jamais revenir chez toi, en continuant tout le temps. Oui, je commence à Bernina, c'est le jour 1. Après, ok. Oui, et après 78 jours. D'accord, merci beaucoup. Bon, on va passer au projet Alpicyclette. Bonsoir. Moi je représente donc le GAF, donc avec Marine, Émilie et Johanna qui est pas là, et on vous présente notre projet de fin de cursus du GAF Alpicyclette. Ah c'est bon. Donc je présente rapidement le GAF parce que ça parle pas forcément à tout le monde. C'est le groupe d'alpinisme féminin. Donc on est 5 femmes qui avons été recrutées
pour faire partie d'un groupe au sein de la FFCAM. Et le but, c'est d'être formée pour être leaduse en montagne, pour être première de cordée et pour être autonome et pouvoir ensuite emmener des gens. Donc normalement pendant 2 ans, et à cause du Covid, on a eu un cursus un peu raccourci, on a fait 1 an, mais plus intense. Donc voilà, et à la fin de ce cursus de formation, on a l'occasion de faire une expédition si on a envie. On est la 4e promotion, les 3 autres avant l'avaient fait. Et comme tu disais, la première promotion avait fait ça en Savoie et Haute-Savoie, et les autres avaient fait ça à l'étranger. Et donc nous, on a décidé, après moult discussions, de partir pour une expédition un peu plus locale. Et donc est né le projet Alpicyclette. Donc on s'est dit, on est 5 filles, on va faire 5-4 000 des Alpes, de l'arc alpin. On aimerait bien avoir un projet de mobilité douce, donc faire du vélo, mais n'étant pas pratiquante de vélo, sauf une personne, Émilie, qui avait fait du voyage à vélo. On n'avait pratiquement aucune d'expérience, et on s'est dit, on est là quand même pour faire de l'alpinisme, pour mettre en avant ce qu'on a appris pendant tout ce cursus de formation. Donc on s'est dit, tant pis, on prend une voiture balai quand même, pour justement être en forme, pour donner toutes nos chances d'atteindre nos objectifs, d'atteindre les sommets à 4000. Et donc pour la logistique, pour tout ce qui était bagages, etc., et pour pouvoir se reposer, on tournait à tour de rôle dans la voiture. Voilà, donc on est parti de la Gruva, enfin des Comtats, pour aller faire le Mont Blanc par Bionnassay. Donc ça, c'était notre premier sommet. Voilà, j'ai pas prévu de photos pour chaque sommet, mais on vous laisse imaginer. Et donc c'était juste avant qu'ils ferment les refuges et tout, donc c'était Ça aussi... va, le Mont Blanc, je pense que tout le monde visualise. Tout le monde visualise. Et on les a tous vus avant en plus. Exactement. Donc on est monté par Bionnassay, on a fait le Mont Blanc, donc on a dormi à Durier, on a fait le Mont Blanc et on est redescendu au Goûter, où on a dormi, puisque c'était un peu l'époque où il y avait pas mal d'éboulements et on n'avait pas envie de rentrer à 18h et de traverser le couloir du Goûter à 18h. Donc on s'est pris une petite nuit tranquille et on est redescendu aux Ouches du coup le 3e jour, et c'est là où on a pris les vélos. Et on est allé jusqu'à Sion, si je dis pas de bêtises. Et on a donc tout à vélo, on s'est partagé le trajet, on s'est découpé le trajet pour chacune puisse faire un peu de vélo et un peu de voiture. Et on a dormi au camping, et puis ensuite on a repris les vélos, on est allé jusque le village, je me souviens plus, qui s'appelle juste avant la Dent Blanche. On a fait la Dent Blanche, on est revenu, on a repris les vélos, et voilà, on a fait après le Weisshorn, Obergabelhorn et le Weissmith tout à la fin. Donc ça fait un tout petit bout de l'arc alpin quand on regarde la carte en grand, mais là ça fait un peu impressionnant pour des amatrices comme nous. Et voilà, et puis après nous, le retour par contre s'est fait en voiture, en mettant les vélos sur le porte-bagages. Voilà, après j'ai un peu anticipé tes questions. Donc un des très bons souvenirs, c'était notre première ascension pour 3 d'entre nous au Mont Blanc. C'était notre premier Mont Blanc. Du coup sans guide, vraiment notre premier sommet. Enfin c'était vraiment magique, avec un frère qui nous a tous mis beaucoup d'émotions. On s'est toutes aidées parce qu'à des moments on allait plus ou moins bien, et on a échangé les cordées pour que tout le monde puisse se sentir bien. Et puis aussi on a apprécié les efforts suisses. Ils ont des belles pistes cyclables dans la vallée en tout cas. Par contre on a moins apprécié l'école en Suisse qui grimpe très très fort. Donc on a mis le col de la Forclaz, c'était un bon souvenir, mais par contre la montée jusqu'à Zermatt, c'était très très dur sous la canicule, et pour le coup dans l'école il n'y a pas de piste cyclable, donc on se fait klaxonner par des camions et doubler, et klaxonner d'ailleurs pas que par les camions, par tout le monde. Donc voilà.
Je ne sais pas si les filles, vous avez quelque chose à rajouter. Merci. Et du coup, le projet au total, ça vous a pris combien de temps ? On est parti 3 semaines, même un tout petit peu moins. On avait prévu 3 semaines et en fait, avec la météo qui était quand même excellente cet été et le fait de bien rouler, de bien enchaîner, on a mis un tout petit peu moins de temps que prévu. Et on a pareil, pratiquement pas pris de repos. On a eu, je crois, 1 ou 2 jours, je crois, de repos vraiment 100% où on faisait rien et encore rien faire. C'était quand même monter à Zermatt à vélo pour aller visiter la ville. Mais ouais, on n'a pas pris beaucoup de repos et on a trouvé une bonne complémentarité entre l'alpinisme et puis en fait derrière rouler pour récupérer. En fait, c'était une bonne récupération. On a trouvé que c'était bien. Mais aussi parce qu'on n'était pas non plus très chargé et donc ça restait plaisir. Et oui, parce qu'on voit à un moment donné le poids sur le vélo supplémentaire. C'est pour ça que c'est quand même une discipline, enfin un mix qui étonne d'emmener tout ce matériel lourd d'alpinisme, d'escalade. Toi, à un moment donné, Roland, on voit que tu n'as plus la chariote. Est-ce que tu peux lui... Je suis désolée, on a que 2 micros, faudra se passer les micros. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner cette chariote ? Enfin, comment ça s'est passé ? Le poids, c'est vraiment un élément handicapant sur le vélo. Comment on le gère, surtout sur la durée comme toi ? Could you ask it in English again? Yeah. No, thank you, because Roland is making a lot of effort to talk in French. So, at one point, we see you have not anymore your. Yes. So I guess the weight is something very hard to manage on multi-days like that. Yes. Was it a choice to get rid of that, or it was just the photo? Maybe you still have it. What I did is that I start with the chariot, with the trailer, and then after 3 weeks, I had climbing partners joining me. I had different climbing partners, and they had a car. And I said, I can just put the car in the oar, and then it's a little bit easier. I mean, yeah, that's just how it is. And then there was one day that I used it, and one day I didn't use it, and that's how I did it then. Because it was, with all the gear and the ski gear, it was quite heavy and quite difficult. Donc je traduis vite fait au cas où. Donc au début, il a attaqué avec sa chariote et au fur et à mesure de son voyage, il y a des amis qui l'ont rejoint et certains venaient le rejoindre en voiture, donc ils récupéraient, ils montaient son matériel parce que effectivement c'est quelque chose de très handicapant et on le voit. C'est intéressant des fois d'avoir une voiture ravitaillement comme certains le font sur des trails, sur d'autres projets comme ça un peu alternatifs, mais où finalement on a quand même besoin à un moment donné d'un apport technique quand on n'est pas... Vous avez eu aucun... À part le train, il n'y a pas eu de stop, de fait. C'était un choix vraiment... Finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une éthique aussi dans cette discipline. Pour nous, c'est un peu, c'est un truc qui est relativement nouveau de faire ça. Enfin, ça a été fait depuis longtemps, mais c'est un peu, on va dire, ça vient de plus en plus à la mode. Et je pense pour nous, c'est vraiment, chacun peut créer ses propres règles du jeu, on va dire, en se fixant une éthique. Et l'important, c'est un peu de juste être transparent sur ça pour nous. Et du coup, nous, le choix là, c'était de vraiment rien avoir à part le train. Enfin, vraiment après de tout porter nous-mêmes. Et je pense, heureusement qu'il n'y avait pas des potes qui nous ont rejoints en voiture, etc. Parce que c'est vrai que sinon c'est vite tentant. Tu te dis il y a une voiture à côté, je mets mon sac dedans, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au début c'est Damien qui avait eu l'idée de ce trip et il nous avait dit venez, on fait un truc idiot, on met tout sur les vélos et puis on reste en autonomie comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'au début on s'est dit ouais ça va en partant de la maison, puis là on a soulevé les vélos, on s'est dit ouah ça va jamais faire. Et puis quand on est arrivé au pied du col des Dolomites, quand on a fait les courses pour avoir une semaine d'autonomie pour 4 personnes de bouffe et tout. Là on s'est dit ok là c'est complètement débile, donc nous on a vraiment senti le poids comme quelque chose qui on s'est quand même vraiment dit c'était compliqué le poids à gérer, quoi, rien que les affaires de grimpe, et puis là du coup en plus Damien avait tout le matos de photos, donc ouais, puis on était parti aussi en retard, Simon en fait on est tout le temps en retard, Simon est toujours en retard, et du coup on avait pris déjà 3 jours de retard dans les dents, et donc du coup il fallait arriver de mémoire, il me semble qu'entre Verona et les Trecime il y avait à peu près 300 km,
je crois, et c'était la partie la plus dure parce que 400 ouais, peut-être 400, et c'était là où il y avait le plus gros du dénivelé à faire, donc on savait que ça allait être assez usant, et c'est vrai que surtout la fin où on avait quand même des côtes entre 12 et 16%, donc ouais, en gros le trip total on a fait environ 700 km et à peu près 5000 mètres de dénive, alors un peu moins crawlant mais chargé à 50 kilos en permanence. Justement, toi qui emportes du matériel photographique qui est lourd, est-ce que tu fais le choix de la légèreté versus la qualité? Et c'est une question que je poserai aussi aux autres. Avec le matériel d'alpinisme ou d'escalade, on est peut-être tenté de prendre les choses les plus light. Est-ce que ça peut se faire au détriment de la sécurité? On voit des systèmes de rad, de cordes voilà, qui sont pas peut-être autant dynamique que d'autres cordes. Est-ce que à un moment donné, oui, la question se pose et on fait le choix de la légèreté parce que c'est ce qui prime et puis on va sur un mode fast and light? Comment vous managez ça du côté de la photo et du côté de la grimpe et l'alpinisme, sachant que là il y a peut-être une voiture balai, donc vous nous direz si le choix s'est posé aussi pour vous ou pas. Roland, I was wondering if for some weight reason you are prioritizing the lightness and not maybe the safety sometimes. Eh bien alors nous sur ce projet c'était un peu particulier parce que vu qu'on partait avec un budget réduit, déjà on pouvait pas avoir du matos ultra light, et c'est pour ça que nos vélos étaient déjà assez lourds. Donc ça c'est pour la partie matos, donc on n'avait pas du ultra light. Et après moi tout ce qui est photo et vidéo j'optimise quand même au maximum parce que ça pèse déjà lourd, mais ce qu'il y a de cool maintenant avec un boîtier d'appareil photo, c'est que ça produit aussi de la bonne vidéo, donc du coup voilà, ça je pars avec un petit peu moins, avec juste 2 zooms et puis un boîtier, un drone. Et après le plus lourd souvent c'est quand même les batteries, parce qu'on est en autonomie, du coup on se trimballe des powerbanks pour pouvoir charger les batteries, donc on a foison de batteries, et voilà, ouais, mais là vous pouvez le peser, hein, c'est à peu près la config, je pense qu'on nous a autour de 10 kg à peu près de matos. Nous, on avait toutes nos affaires, enfin il fallait qu'elles rentrent quand même dans le coffre. Voilà. Donc, niveau sécu, on n'a pas lésiné. Enfin, on sort d'un cursus de formation où le but c'est d'être sécu et d'être autonome. Donc voilà. Ouais. Voilà, ça permet exactement de pas sacrifier la sécu. Par contre, sur le confort, en vrai, on a pas pris chacun notre tente. On partageait les tentes, on a optimisé tout ce qui était réchaud popote, tout ça, les trucs de confort, quoi. I can answer in English. Oh, that's very nice. Thank you. What we did is we took a rope very thin, a static rope for most of the climb. That's only 1 kilo. And for the rest, to climb most of the 4,000ers, it's not, I mean, for me, I just took really small gear, very lightweight. And all the gear I had was very light. Small sleeping bag, small tent, very small stove. And then, to be honest, you don't need a lot of stuff to take with you. You only need like your clothing and a Gore-Tex and one down jacket, and that's it. And then you have the rope, your harness, your crampons, and a couple of cams, and that's it. But you never felt you were missing something for safety that you didn't take because of the weight? No, never. No. Okay. The only thing we changed was not a standard rope, but a static rope. And that saved a lot of weight, but of course it has a little bit. Yeah. Donc clairement, Roland, lui, il a choisi de prendre du matériel plutôt light. Ça l'a pas tant gêné pour la sécurité. Peut-être juste la corde où effectivement il est parti sur une corde statique, mais c'est quand même de la sécurité.
I have another question for you, Roland, because you're a mountain guide, and here we have some mountain guide in the training. Do you think this approach would be possible for some of your clients? Of course, not like that on 78 days, but more on a day program, or do you offer it to your clients, or not yet? You don't have really clients for this type of guiding day? To be honest, I think it's a bit too much for the clients. But what I do see is that a lot of clients get inspired. And I have now clients from Sweden who don't come by car, but they come with the train. And I think we discussed this. I think what I saw a lot in Zermatt is that people take the, comment dire en français, bike électrique. And I think that could work a lot. There's a lot of climbs in the Alps or cabane that you can go with the bike electric. I think that could be really something for the clients. I think it's too much for the clients to just bike all the way up and also then climb. And I think it's more to inspire the clients to take the train. I think that, yeah, that's definitely possible. Donc je demandais à Roland s'il avait un type de clientèle qui était intéressée ou qui pouvait faire ce genre de combo vélo et alpinisme, comme il est guide de haute montagne, qui pouvait offrir ce format-là. Finalement, c'est un peu peut-être trop en demander aux clients sur le plan, j'imagine, physique, où voilà, c'est déjà assez dur comme ça l'alpinisme. Mais par contre, ce genre de démarche, ce genre de projet, ça inspire au-delà et à prendre le train et peut-être à venir par des voyages un peu plus proches du zéro carbone, entre guillemets, même si ça existe pas vraiment. Et justement, est-ce que le vélo, c'est une question globale dans cette table ronde, c'est quelque chose que vous continuerez à faire, et même est-ce que vous iriez jusqu'à des voyages qu'en vélo? On voit ça à la bibliothèque, au centre de documentation qui est ouvert au public ici à l'ENSA. On a pas mal de livres, j'en ai apporté 2 ici, carnet d'aventure ou voyage zéro carbone, avec des idées comme ça de train plus vélo. Est-ce que finalement l'aventure du vélo se suffit à elle-même ou pas du tout? C'est toujours pour aller sur un projet alpin. Est-ce que vous, les filles, il y a eu des filles qui ont continué à vélo par la suite? Je ne sais pas si Émilie veut venir répondre. Non, parce qu'elle rentre de 2 semaines en Bosnie à vélo, justement, en vélo et train. Et en fait, on est assez partagés dans le groupe. Il y en a pour qui c'est mort le vélo, et il y en a pour qui c'est une passion. Je suis avec toi. Moi, j'avais un peu lancé l'idée parce que j'ai fait des petits voyages à vélo, pas du tout de grande envergure, plutôt en France et en Europe, en combinant le train. Donc, je suis d'accord qu'il y a des trains qui sont durs à... J'ai failli me faire virer d'un train en Autriche parce que c'est impossible, il n'y a aucun local à bagages. Et en Suisse, je les trouve assez tolérants, mais je ne sais pas ce que vous avez vécu. Et en France, il n'y a que les TER. Et Marine a été, je crois, un peu convaincue par le sujet et a bien envie de faire des petits voyages à vélo. Et c'est vrai que ça donne envie de charger tout comme j'ai pu le faire en voyage, mais avec l'alpinisme, ça donne quand même bien envie de tout prendre avec soi, mais on ne se sentait pas trop les cuisses. Donc voilà. Alors, il y a une question technique. Est-ce qu'on peut prendre le TGV en emballant son vélo? Donc, ce qui est autorisé, c'est de le démonter, de le mettre dans des housses. Moi, ce que je fais, c'est que j'avais pas trop de housses et je voulais pas la trimballer pendant tout le reste de mon voyage. Du coup, je prends un truc pas très écologique, mais je prends des rouleaux de cellophane à la gare et j'emballe les roues sur le cadre comme ça, et ça marche pas mal. C'est un peu chiant pour le porter entre les gares. Et sinon, il commence en France à avoir quelques places. Je suis revenue du sud en TGV et il y a 3-4 emplacements en vélo par TGV. Ils enlèvent juste 2-3 sièges et c'est tout. Mais il faut bien le réserver d'avance. Mais peut-être que plus on sera à occuper ces places et plus il y aura des places dans les TGV. Ouais. Pour rajouter sur le TGV aussi, même si tu l'emballes, en fait, c'est pas forcé qu'il te le garde. En fait, tu peux quand même te faire virer du train. Ouais, si le contrôleur, en fait, il trouve qu'il y a trop de monde, il est pas obligé d'accepter ton vélo, même emballé dans une vraie housse et tout. Des bagages en plus.
Ouais, donc c'est pas toujours évident. C'est à la tête du client, elle a plus de chance que toi. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore du coup pas mal de boulot à faire sur ces places de vélo dans les trains où c'est quand même un moyen très pratique et voilà, décarbonisé entre les bambées d'école à prendre d'un endroit à l'autre, quoi. Je vais du coup vous donner un peu s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, qu'on ne discute pas qu'entre nous, comme Quentin l'a fait là à l'instant. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez tout couvert. Oui ? Question pour les frères Dallevant et Damien, est-ce que vous faites du vélo avant ? Damien, ouais, il avait fait au moins un trip, je suis sûr. Après le reste, je m'avance pas, il va dire. Mais nous, avec Tristan, on avait fait un petit trip dans le Vercors et dans le Diois quand on habitait à Grenoble de 5 jours, où on avait des vélos semi-électriques, on va dire, enfin des vélos électriques mais légers. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment très chiant d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ne le ferait plus. Mais sinon, non, c'est vraiment tout ce qu'on avait. Et on avait fait 5 sorties vélo pour essayer de s'entraîner avant de partir. Mais du coup, voilà, c'était aussi un peu une question. Est-ce qu'on allait vraiment kiffer à ce point-là ou pas ? Et la réponse était oui, quoi. Voilà. Ouais, je pense que... Vas-y. Non, mais ouais, je pense que par rapport à la question tout à l'heure de Clémentine, c'était... Nous, aujourd'hui, on a beaucoup apprécié le truc d'être à vélo. Je pense pas qu'on partirait juste pour le vélo. Nous, aujourd'hui, ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est d'allier les pratiques, je pense, dans tout style, en fait. Mais du coup, le vélo, c'est cool aussi. Et que ce soit vélo grimpe, vélo alpi, vélo parapente. Mais enfin, ouais, il y a un truc... Il y a un truc où ça donne un goût d'expédition un peu, comme on pourrait retrouver à l'étranger. Du coup, c'est quand même chouette de te dire que tu peux partir pas trop loin et avoir un peu cette ambiance où voilà, il y a tu revois les paysages différemment. Tu as quand même plein d'aventures qui t'arriveraient pas autrement. Et puis voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer tout du long et ça, c'était quand même vraiment cool. Ouais. Et aussi. Nous, on est parti avec du coup peu de temps, des étapes avec pas mal de dénivelé, tout ça, mais il y a quand même moyen de partir en mode vacances, on va dire. Enfin, avec des étapes où il y a moins de dénivelé, avec pas mal de trains, et en faisant des plus petites journées. Et du coup, que ce soit de moins se mettre la misère et de vraiment passer du bon temps sur les journées, ou pour arriver sur une étape pour être au max de sa performance, peu importe ton niveau. C'est aussi possible, quoi. Après, nous, là, bon, pour le coup, ça s'est pas passé comme ça, mais c'était nous que l'avions un peu choisi aussi, quoi. Ouais, et moi de mon côté, ouais, je fais pas mal de vélo. En fait, j'aime bien ça, que ce soit juste du vélo ou soit faire ça avec de la grimpe. Et j'étais déjà parti de Grenoble jusqu'à Bavela en Corse en vélo. On avait fait tout vélo, tout voilier, et ça c'était vraiment chouette. On a fait la trilogie alpine, alors pas les grandes faces nord, mais les 3 plus belles grandes voies des Alpes. Voilà, puis je suis allé à Biarritz aussi en vélo, enfin non, il y en a pas mal. Ouais, non, j'aime assez. En fait, j'aime bien le vélo parce que tu peux te mettre la trache ou pas, c'est comme quand tu veux. Enfin, et t'as une sensation de liberté que je retrouve vachement en montagne, et du coup de pouvoir l'allier, tu vois, dans ta marge d'approche. C'est sûr que ça t'apporte de la fatigue, mais je trouve ça vraiment classe en fait. Et parce qu'à chaque fois aussi, pour connaître un peu ce que vous faites, l'aspect aussi trouver un endroit pour dormir, peut-être l'accueil des gens, comment vous êtes reçus, est-ce que ça change beaucoup d'arriver en voiture finalement à l'hôtel ou ailleurs, et est-ce que vous avez des anecdotes là-dessus à nous partager? Je sens que ça sourit à ma droite. Alors en vrai, sur ce trip-là, on a fait un 100% camping sauvage et quasi 100% camping sauvage. En fait, ça dépend. T'attires la sympathie en vélo. Ça nous est arrivé à Innsbruck où on a rencontré 2 nanas et elles nous ont proposé de venir dans leur coloc pour passer la nuit, se prendre une douche, faire un coup une machine à laver et tout. Donc ça, c'était super appréciable. Et après, tout le reste, vu qu'on n'avait pas on était beaucoup dans la montagne, et du coup, on pouvait s'arrêter là où on voulait, quand on voulait. Donc globalement, on a fait ça. Et après, quand on était en ville, c'était un peu plus compliqué. On a fait deux grosses villes où on a dormi dans les parcs.
Et c'est un peu moins drôle parce qu'il n'y a pas trop d'endroits de bivouac. Mais on s'est pas fait virer, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? N'hésitez pas. On va peut-être terminer par un conseil ou je sais pas, quelque chose auquel vous attendiez pas, que vous avez amélioré sur vos vélos ou il y en a, vous avez fait que ça, d'améliorer vos vélos, ou votre pire ou votre meilleur souvenir, on va dire, sur ces voyages. On va faire un dernier tour de cette mini table ronde. Alors moi, un conseil, si jamais vous avez un vélo et que vous voulez voyager, c'est de trouver une bonne selle. Parce que ça fait mal au cul quand même quand on a l'habitude, et faire ce qu'on appelle un bike fitting en fait. C'est des gars qui sont spécialisés et qui prennent toutes les mesures et qui regardent vraiment votre position sur le vélo, et ça évite quand même pas mal de blessures, notamment aux genoux et aux tendons d'Achille. Donc ça c'est un petit plus. Ça vaut en général 150 € et ça vaut vraiment le coup quand même. Parce qu'après tu peux le dupliquer sur tous tes vélos. Donc ouais, ça c'est un petit plus. On n'avait pas le budget. Nous, le truc un peu qu'on avait à dire, c'était le fait d'avoir pris des vélos vraiment peu chers. 2-3 fois, on avait quand même un peu peur, notamment les descentes, parce que du coup, on pouvait pas beaucoup freiner. On n'avait pas vraiment des équipements de sécurité très développés, et c'est vrai qu'en fait on a 2-3 fois la montre qui nous dit qu'on était quand même dans les 65 km/h là en descente, et en fait avec le poids le vélo il rentre en vibration et tu te demandes un peu comment tu vas t'arrêter, où tu vas t'arrêter, et ça c'était un peu le truc, c'était de faire quand même attention au poids par rapport aux capacités de ton vélo, parce que on s'est quand même vraiment fait peur, presque plus qu'en grammes je pense. Donc de prendre ce truc-là en compte, c'était un truc un peu nouveau pour nous, quoi. On n'avait pas pensé à tout ça. Moi, j'allais justement dire que pour voyager à vélo, il n'y a pas besoin d'avoir un super vélo. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il soit bien entretenu, quoi. Non, mais même pour faire du voyage à vélo en full autonomie, c'est vrai que moi, j'ai retapé un vieux VTT, pas du tout celui avec lequel j'ai fait l'école là, mais en faisant super bien entretenir avec des matériaux assez basiques. C'est vachement plus simple à réparer que ceux qui ont les trucs électroniques et tout ça. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais même les freins à disque, au final, c'est bien, mais on peut pas les changer partout dans le monde et pas les entretenir, donc c'est pas très recommandé. Mais faut que ce soit quand même bien entretenu et que les freins soient neufs, quoi. Could you please translate the question? If you have one advice to give to somebody who would like to go on a trip like that, what would it be? An advice, yes. First, I would say don't do it, but not an advice. Or maybe the worst memory, something unexpected that happened and that changed me. Yeah. With the bike or? Yeah, with the bike. I think the worst thing that happened was when it snowed on one of the cols and the bike started slipping when we went down. I think that was definitely the worst, and yeah, that's definitely a problem sometimes. D'avoir des pneus neige, quoi. Et juste, on entend parler de types de vélos. We heard about types of bike. Is it a gravel? What kind of bike is the best for what you did if somebody wants to buy a bike? Is it a road bike, a mountain bike, a gravel bike? I think personally, and I talked to a couple of people who have a lot of bike experience, they said the gravel bike is, I think, the best because it's quite stiff. And I could feel on the way down with the big weight, I could feel that it was really stiff and driving really well. As a road bike, I have as well, but it's a bit flexible. And with all the weight, I think the gravel bike is really good. Du coup, Roland il rebondit sur un point de Tristan. À la descente, avec le poids, le vélo, comme on disait, il prend du jeu. Et avec un gravel qui est un peu plus rigide qu'un vélo de route, on a un peu moins cet effet-là, ce qui est peut-être plus sécure pour les descentes. And also, if I may add, if we think about quite a lot of the climbs in the Alps to walk to the huts or walk to a lot of mountains, you can do quite a lot on a gravel bike like that.
there's quite a lot of routes that you can do with that bike actually, and you can go quite far with that bike uphill and downhill. It's really fast. It's really fun. Et aussi avec un gravel, un vélo de ce genre-là, on peut faire pas mal de chemins jusqu'au refuge, chemin forestier, route comme ça. Ça permet de monter assez haut, plus haut peut-être que les routes goudronnées. Bon ben voilà. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être, et on va vous laisser repartir, peut-être certains à vélo. Oui, dis-moi. Oui, très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent dans ce genre? Do you have other projects? Ouais, nous au printemps, je pense qu'on va refaire un petit truc dans le genre, mais plutôt en mode éclair. On va essayer de. Je pense que ça peut être un des trucs rigolos à faire dans le sens où. On peut pas tous partir très longtemps et du coup l'idée c'était de peut-être se dire de commencer à créer d'autres performances qui sont reproductibles par d'autres grimpeurs, d'autres alpinistes, et là du coup l'idée c'était de faire un record en partant de Grenoble et c'est un record qui avait déjà été fait dans le temps par Bernard Gravier, de prendre 3 des belles grandes voies de Presles, donc une grande voie sportive, une grande voie trad et une grande voie d'artif, et de les faire à la journée. Et là l'idée c'est de partir de Grenoble à vélo, parce que voilà, tous les étudiants peuvent s'y mettre, les gens qui ont envie d'essayer de prendre le challenge en fait. Donc il y avait un peu ce truc là, et comme a fait aussi Simon qui était dans le film, de partir de Grenoble et d'aller faire 2 grandes voies, notamment très dures d'ailleurs, à Cialouse, voilà, et de revenir à vélo, le tout sans s'arrêter. Donc ça lui a pris 35 heures je crois, non-stop d'efforts. Et en fait je pense qu'il y a un nouveau truc à développer avec des sortes d'exploits qui sont... où en fait il y en a un qui donne la règle du jeu de cette ascension-là, on va dire, et puis il y a possibilité d'aller comme répéter une croix en escalade, et là on peut aller répéter un trip de même envergure, et du coup le fait que ce soit à la journée, c'est quand même, on va dire, accessible à beaucoup de gens, et du coup il y a ce truc-là un peu qu'on a envie de développer un peu, je pense, voilà, dans cette idée-là. Yeah, thank you. I think you're asking about if we're going to do other projects. Yes. What I felt during this project was that the feeling of doing it as a team and doing it with other people was not really there. There's a lot of sponsors who said, "Oh yeah, climate, it's amazing. Here, you got 5,000 euros. Now piss off." And for me, I think these big things, the big problems we have in the whole world, I think we can only do that as a team. So I want to do a different project and show what it is to be a good team. So we're going to climb a big mountain, we're not sure which one, without a bike, but we're going to video all the stuff we do as a team, how to create a team, how to be a team. That's what we want to do. Alors nous, est-ce qu'on a d'autres projets comme le GAF, notre promotion est finie. Ils vont recruter une nouvelle promotion en février. Je pense que peut-être qu'on se fera des week-ends, mais en tout cas, peut-être en perso, enfin moi, à titre personnel, j'ai très envie de faire du vélo, soit que pour du vélo, soit pour du vélo et de l'escalade et de l'alpi. Et je pense qu'on est quasiment toutes dans ce cas-là. Et pour finir, Luna me dit qu'il a une excellente anecdote, donc j'espère qu'elle est bien, ton anecdote, pour finir. Non mais c'est qu'en plus j'ai pas répondu à la question d'avant, et c'est pour les meilleurs souvenirs, les pires souvenirs, et un petit conseil. C'est nous, le 2e jour, pour se mettre direct dans le bain, à la fin de la journée, Simon, dans un virage, il a pété sa chaîne. Donc il a failli se péter le tibia parce qu'il avait un bloc pied là sur la pédale. On a réparé la chaîne, on a fait 200 mètres. Son porte-bagages avant, il est tombé devant la roue, donc il a failli faire un soleil parce qu'il avait fait tomber du coup une des vis du truc. Tristan, il est parti à pied chercher le vis qu'il a retrouvé 700 mètres plus loin sur la piste cyclable noire, donc absolument improbable. Je sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas retrouvé 6. On a remis du coup le porte-bagages, on a continué, et là j'ai perdu le pédalier de mon vélo qu'on a fait remettre du coup on allait toquer chez un Italien. On a fait remettre le petit truc avec un vieux qui nous a aidé avec ses clés, machin, etc. En fait ça a pas bien marché, il est retombé 200 mètres plus loin. On a ressonné chez un autre Italien qui est arrivé avec un fer à souder. Sa femme nous a sorti un orangina avec des petits gâteaux et tout.
Il nous a soudé le pédalier qui a tenu tout le reste du trip quand même sur mon vélo. Et voilà, on a pu finir la journée. Du coup, ça c'est un peu les pires et les meilleurs souvenirs. Et du coup, un conseil quand même, c'est que en vrai, on peut y aller en Europe, on peut oser faire des trucs bien cons parce qu'on a la chance de pas être au fin fond du Népal et que un peu importe ce qui nous arrive, les gens, en vrai, ils vont nous aider, ils vont nous sortir un peu des emmerdes, quoi. Ça, c'est ce qu'on a senti. Et si vous voulez voir l'entièreté de l'histoire là, du coup, grâce à Damien, il y aura un film qui va sortir du coup au printemps, voilà, et qui sera un peu plus précis avec beaucoup plus de belles images aussi, parce qu'en vrai, on a quand même des super chouettes images de toutes ces voies. Ah ça, j'en doute pas. On a vu Damien pendu. Je pense qu'il a un bon angle depuis son bout de corde. Je vous remercie vraiment pour cette soirée. Je remercie encore nos intervenants. On peut les applaudir pour tous leurs exploits et pour ceux que ça a inspiré, je vous invite à passer à la bibliothèque qui est ouverte les après-midi. On a plein d'ouvrages sur le sujet. Et il y aura d'autres conférences du coup les prochaines en janvier, notamment un thème le 26 sur le voyage et le tourisme, la différence entre la notion de voyage finalement et de tourisme.